Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le gouvernement dénonce le rapport sur Moura, critique l'instrumentalisation et décide d'ouvrir une enquête judiciaire pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État contre la mission d'établissement des faits des Nations Unies. À Sikasso, on réfléchit comment faire pour que les producteurs de coton puissent avoir une protection sociale durable leur permettant de produire dans les meilleures conditions. Comment Msokoro Sereme nous en parlera. En plus d'être la moitié de leur mari, elles ont fait le choix de les soutenir financièrement pour alléger les dépenses. Ce choix est varié et multiple pour ces femmes qui sont dans le viseur du Brahma Traoré à l'occasion de la Journée internationale de la famille. En sport, le Mali ne jouera pas une troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations cadets de football. La faute au Lionceau du Maroc qui l'a éliminé hier au tir au but en Algérie en demi-finale. Et puis en athlétisme, le Jamaïcain Jedon Hebert, désormais seul au monde après son record du monde établi en triple saut avec, tenez-vous bien, un bond de 17,87 mètres. Le sport en fin de journal avec Isaac Chenou. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 15 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je vous le disais dans les titres, vive réaction du gouvernement sur le rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les événements de Moura, un rapport biaisé, reposant sur un récit fictif, souligne le gouvernement dans un communiqué, lui, sur nos antennes par le ministre porte-parole du gouvernement. Et au-delà de la dénonciation, le gouvernement décide d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Et retour sur quelques points saillants de ce communiqué, c'est avec Sidiki Dambeli. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé. Dans ce 52e communiqué du gouvernement, les ministres porte-parole ne mâchent pas ces mots sur les rapports produits à la suite des événements de Moura par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies, s'insurge le gouvernement qui s'interroge par ailleurs sur l'opportunité d'une telle publication maintenant. Si ce n'est de perturber la tranquillité des Maliens à l'approche d'un scrutin référendaire d'une importance capitale pour le processus de refondation en cours. À la suite des événements de Moura, conformément aux procédures en vigueur au Mali, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Le 9 avril 2022, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti et les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectile et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des forces armées maliennes a été salutaire et a apporté beaucoup de quiétude à la population, signe que la défaite infligée à la Katiba Massina et à ses sponsors étatiques étrangers a permis de les désorganiser durablement. Aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévaré. Le communiqué précise qu'en plus de l'enquête conduite par le ministère de la Défense, une autre enquête judiciaire lancée par le pôle judiciaire spécialisé est en cours et les résultats seront portés à la connaissance de l'opinion nationale en temps opportun. Mais en attendant, le gouvernement ne se contente pas seulement de dénoncer les rapports des Nations Unies, mais il décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale qu'en aucun moment, ni l'aménagement, ni le Haut Commissariat aux droits de l'homme
nous lui avons adressé une demande d'autorisation pour prendre des images de Moura grâce à des satellites. En utilisant des satellites pour obtenir des images sans autorisation et à l'insu des autorités maliennes, la mission d'établissement des faits a effectué une manœuvre clandestine contre la sécurité nationale du Mali. Par conséquent, le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, des crimes réprimés par le Code pénal, les articles 33 et 35, ainsi que le complot militaire, un crime réprimé par le Code de justice militaire, article 130, sans préjuger de la qualification des autorités judiciaires. Par ailleurs, le gouvernement invite le Conseil de sécurité à éviter, je cite, la politique de 2 poids 2 mesures en donnant une suite à la plainte du Mali sur les différentes violations de son territoire. Suite à la plainte du Mali, aucune commission d'établissement des faits n'a été mise en place. À ce jour, la réunion spéciale demandée par le Mali pour présenter les preuves de la duplicité de la jeune française n'a connu aucune suite. Dès lors, dans un souci de cohérence et d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures, le gouvernement du Mali estime que la suite donnée au présent rapport de la mission d'établissement des faits ne saurait être examinée séparément de la plainte portée par le Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la junte française. Le gouvernement de la transition, sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitère son attachement au respect et à la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national et au bénéfice de tous les citoyens. Enfin, le gouvernement appelle les populations à rester vigilantes et sereines face aux tentatives de désinformation, de dénigrement et de déstabilisation. À Sikasso, en 3e région, les cotonculteurs, les organisations agricoles, organismes de protection sociale autour de la table pour faire en sorte que les cotonculteurs puissent avoir une protection sociale de longue durée les permettant de bien cultiver et de bien faire une bonne production de coton. Comment Msokoro Sereme depuis le Kénédou? La couverture sanitaire universelle, enjeux et défis pour une meilleure prise en charge du monde rural. C'est la principale thématique au centre de ce panel animé par la plateforme Santé pour tous. Un cadre d'échange et de réflexion organisé par la JVC, Association des jeunes pour la valorisation du coton, en marge des activités de la 6e édition du FEPAC, Festival panafricain de la cotonnade. Abdelrahman Si, président de la JVC. Donc nous avons décidé d'apporter cette thématique en réfléchissant sur cette question-là, c'est-à-dire comment nous pouvons souscrire les producteurs du coton. Et pour cela, nous avons fait appel à Canam et également à l'UTM et d'autres partenaires pour mettre en place la plateforme Assurance Vie et qui permettra de tenir compte non seulement de sa production agricole en termes d'assurance, mais également de sa santé. C'est donc une opportunité qui s'offre aux cotonculteurs de bénéficier des prestations d'assurance, de prévoyance et de solidarité via la mutualité. Le mécanisme qui permet de couvrir près de 400 000 personnes donne droit à une prise en charge de 70% en ambulatoire et 80% en cas d'hospitalisation. Issa Sissouma, directeur général de la mutualité malienne. Nous avons aujourd'hui une offre d'assurance maladie à leur endroit qui les permettent de souscrire à 2500 francs CFA pour le chef de ménage et pour une cotisation de 725 francs par personne et par mois, soit 8700 francs CFA. Cela comprend les consultations, les médicaments, les analyses, les radiographies, l'échographie et même le scanner aujourd'hui à 50%. L'impact, c'est que demain, on est sûr qu'on ait des hommes et des femmes, producteurs et productrices, qui sont en mesure de produire sans se soucier. Si demain, je tombe malade, qu'est-ce que je fais? Amidou Gonsogo, délégué régional de la Fédération des producteurs de coton de Sikasso. Nous adhérons sans hésitation à cette initiative, compte tenu de son avantage, surtout pour nos femmes et nos enfants. Car, il faut le dire, tous nos revenus étaient dévolus aux frais d'ordonnance.
La plateforme Santé pour tous regroupe les organismes de protection sociale, les offices et holdings et les organisations agricoles. Des acteurs qui vont mettre en place des offres pour le bien-être des producteurs et leurs familles. Sikasso, Msokora Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Du Kénédougou, direction l'avenir malienne Mopti, où on s'organise pour créer les conditions pour la prise en compte de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au niveau communautaire par les acteurs locaux, notamment les élus locaux. Et pour ce faire, l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali Aprofem et Corded se donne la main. Idrissa Keïta. La promotion de la résolution 1325 au niveau régional pour la prise en compte de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans les processus d'élaboration et d'actualisation des plans de développement au niveau local, c'est à cela que s'attelle l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, Aprofem. Une journée de plaidoyer se tient sur ce sujet à Mopti. Awa Ali Traoré, directrice exécutive de l'Aprofem. Notre pays est dans un processus de stabilisation, de relèvement pour une paix durable. Il est tout à fait normal que nous, en tant qu'organisation de la société civile, qu'on se mobilise pour que ce processus soit en tout cas le plus inclusif possible. Les échanges ont porté sur l'état de la résolution 1325 dans la région de Mopti, les enjeux de la prise en compte de la résolution 1325 dans les PDSEC, quelle stratégie? Les élus locaux se sont enfin engagés à travers des signatures pour la prise en compte de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au sein de leurs collectivités respectives. Abdoulaye Dagatira, conseiller au gouvernorat de Mopti. Nous sommes dans une dynamique de refondation, d'instauration d'un état de droit, de relèvement économique pour l'instauration d'une paix durable. Les grands chantiers à cet effet sont la nouvelle constitution et le référendum le concernant, les échanges électoraux en vue. Chacun de ces processus devrait s'interroger sur la prise en compte de la 1325. Cette journée regroupe une trentaine de participants venus des communes de Sokura, Djaloubé, Uromodi, Kobaye, Salsabé et Mopti. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Just Future, un projet financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers Cordaïd. Mopti, Idrissa Keïta et Djakalia Traoré pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du Mali. Au Sénégal, le procès qui oppose l'opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, une ex-masseuse qui l'accuse de viol et menace de mort, doit s'ouvrir demain à Dakar. Ousmane Sonko est appelé à se présenter dès aujourd'hui devant le greffe de la chambre criminelle pour être identifié et garantir sa présence le jour du procès. Ses avocats demandent à l'État de garantir son droit à se rendre librement au tribunal en toute sécurité. En cas de non-comparution, plusieurs cas de figure sont possibles selon la loi sénégalaise. Le président de la chambre criminelle peut faire exécuter l'ordonnance de prise de corps à une arrestation physique et un mandat de dépôt. En Mauritanie, plus de 1,8 million d'électeurs se sont rendus ce week-end aux urnes pour élire les 176 membres de l'Assemblée nationale, les 238 conseillers communaux et les 13 conseillers régionaux. Le taux de participation est de 52% selon la commission électorale indépendante du pays. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé avec une forte mobilisation d'une élection à une autre direction sur les bords du Bosphore en Turquie où les électeurs étaient aux urnes hier pour élire leur président. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa propre succession, est arrivé en tête du scrutin avec 49% des voix. Le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu a récolté 45% des voix. Un second tour aura lieu le 28 mai prochain. Retour au pays pour parler de notre dossier de tous les lundis. Beaucoup de foyers ne tiennent qu'à leur courage et leur contribution à la prise en charge des dépenses familiales, du prix des condiments au paiement des loyers en passant par l'entretien des enfants. Ces épouses constituent un pilier essentiel pour le maintien et la stabilité de la famille. Un rôle que certaines d'entre elles se sont d'ailleurs imposées comme un devoir. Cet appui à la famille, qui n'est pas une obligation, est reconnu et apprécié par des époux à l'occasion justement de la Journée internationale de la famille célébrée ce lundi 15 mai. Le grand format de ce jour lève donc le voile sur ces épouses soucieuses du bien-être
familiale et il est signé Brahma Traoré. Dans la famille Banou, elle symbolise le sel qui donne du goût à la sauce collective. Fanta Koulibaly, c'est bien d'elle qu'il s'agit, est un pilier sur lequel repose une grande partie des charges familiales. J'assure les dépenses secondaires. Mon époux, lui, prend en charge le prix des condiments, l'achat des vivres et la santé des enfants. En ce qui me concerne, l'achat du savon, les habits des enfants et les chaussures, moi je m'en occupe. Le soutien à son époux dans la prise en charge des dépenses de la famille, Djenaba Tembeli en a fait aussi un devoir. Grâce à son apport, le quotidien de la famille Diakité s'est beaucoup amélioré. Une femme travailleuse doit contribuer dans la famille, c'est très bien normal. Il me soutient, il sait très bien que je contribue dans la famille. Donc c'est l'essentiel. Tout ce que la femme fait pour l'homme, là, on n'a pas besoin qu'on nous remercie. C'est normal, c'est notre devoir. Reconnaissance est un petit mot, mais lourd de sens. Si exprimer ses sentiments est souvent difficile pour certains, pas pour Djadjiri Kane. Ce chef de famille est aujourd'hui à l'abri du souci grâce à celle qu'il a choisie pour la vie. Elle m'aide beaucoup vraiment dans les ménages. Oui, son aide porte sur le prix d'économie et l'éducation des enfants. Vraiment, elle contribue beaucoup dans ça. Même les cours à domicile, c'est elle qui s'occupe de ça pour les enfants. Même au moment de la construction de ma maison, elle m'a beaucoup appuyé. Malgré qu'elle a une co-épouse, elle m'aide dans tout ce que j'ai fait. Sur les traces de Djadjiri Kane, marche vaillamment Djokolo Djamisa Koulibaly. Lui aussi est soutenu par son épouse, de quoi leur éviter la difficile équation à résoudre à la fin du mois, à savoir comment joindre les deux bouts. Même si je ne suis pas à la maison, souvent ma femme m'aide à faire certaines dépenses. Elle ne me le dit même pas. Elle ne me le dit même pas que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas une obligation sur elle. Souvent, c'est peut que peut-être il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de temps, mais comme il y a certaines femmes qui exigent tout ça sur leur mari, mais non, ça c'est des situations qu'elles gèrent sans même m'attendre. Une reconnaissance qui sonne comme une belle source d'inspiration à maintenir cet appui à l'édifice familial et même à les renforcer. Mme Touré Delphine Dabo est dans cette logique de rester aux côtés d'un époux très sensible. Il est reconnaissant. Il fait des cadeaux, il m'encourage et puis il me dit toujours des mots vraiment qui me touchent, quoi. Parce que comme on le dit, donc dans la famille, ça remporte beaucoup dans la famille. Ces épouses de plein pouvoir font donc le bonheur de toute une communauté, car c'est un leurre aujourd'hui de se vanter de pouvoir assurer seul et intégralement les dépenses d'une famille. Mme Banou Fanta Koulibaly est ménagère. Mon époux est reconnaissant de tout ce que je lui apporte comme appui. Mieux, il parle de ma contribution à ses amis et à ses parents. Souvent, quand son véhicule tombe en panne, je l'aide à le réparer. Je pense que ce soutien permet d'assurer la stabilité de notre foyer. L'apport de l'élu du cœur n'est pas à minimiser, bien qu'il ne soit pas obligatoire. En référence au code des personnes et de la famille et aux préceptes de l'islam, les charges familiales incombent exclusivement à l'homme, quelle que soit sa situation financière. Makan Tunkara, officier chargé d'état civil, et Ousmane Diarra, imam. Le code dit d'abord que le mari, c'est lui le responsable du foyer. Toutes les charges sont sur le mari. La femme, si elle travaille, elle peut, mais elle n'est pas obligée. Même si elle est milliardaire, elle n'est pas obligée. Il faut que les gens comprennent ça. La religion musulmane n'impose pas, ne rend pas une obligation à la femme de contribuer aux charges de la famille. Toutefois, l'islam demande la générosité et la bonne collaboration. Et les réalités aussi de notre société font que la femme peut participer aux charges de la famille pour aider l'homme pour gérer la famille. Ce n'est pas une obligation, mais la femme peut le faire dans le cadre de la solidarité, de l'entraide. Une entraide qui contribue à renforcer les liens du couple et à maintenir la stabilité au niveau du foyer. Si le soutien de la femme à la prise en charge des dépenses familiales n'est pas nouveau, il devient plus que nécessaire dans un contexte de crise mondiale. Sidi Lamini Bagayogo est sociologue. La contribution de la femme dans la prise en charge de la famille est plus que cruciale pour l'équilibre, pour la bonne marche même de la vie du couple, pour la vie de la famille. Cependant, depuis des siècles, la femme a toujours participé à la prise en charge de la famille aux côtés de l'homme, dans ce même sens que la femme puisse se sentir importante
dans la gestion familiale en apportant sa contribution. Une contribution plus utile qui rend le tableau familial plus reluisant et la vie du couple plus heureuse. De quoi mettre la famille à l'abri du regard, du coin de l'œil de l'autre. Surtout que le mariage, c'est comme une équipe. Et là où on joue beaucoup plus en équipe, nous allons parler de sport dans un instant. Athlétisme, le Jamaïcain Jadon Aibert a battu hier en Louisiane aux États-Unis le record du monde junior du triple saut avec un bond de 17,87 mètres. Et puis en football, Coupe d'Afrique des Nations, cadet, les moins de 17 ans, le Mali ne jouera pas la finale. La faute au Maroc qui a battu notre pays hier en demi-finale au tir au but 6-5 après 0-0 à l'issue des temps réglementaires et des 90 minutes. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Cannes des moins de 17 ans, le Mali ne jouera pas la finale. Les cadets maliens ont été battus hier par le Maroc au tir au but 6-5. Le Maroc sur la défensive durant la majeure partie du match s'est imposé au bout du suspense face au Mali. Au bout du temps réglementaire, les équipes étaient à parité 0-0. D'entrée, le Maroc disposait son bloc bas face à des Maliens plus athlétiques. À part quelques rares situations grattées sur coup de pied arrêté, les Lionceaux n'inquiétaient guère les doubles champions d'Afrique. Côté aiglonais, en revanche, on s'appliquait à faire circuler le cuir. Toutefois, la précision faisait défaut dans la dernière passe. Au finish, c'est bien le Maroc qui rejoint le Sénégal en finale. Le Sénégal a obtenu son ticket un peu plus tôt, également au tir au but, face au Burkina Faso. Après avoir douté, le Sénégal a difficilement venu à bout du Burkina Faso au tir au but 5-4, je disais. À l'issue du temps réglementaire, la dotation était à égalité, un but partout. Le Mali jouera pour la 3e place jeudi contre le Burkina Faso. Sur le plan national, la Ligue 1, la 17e journée est en cours. Pas de match aujourd'hui, mais demain, au Stade Diarra H, Binga FC sera face à l'US Kita. Et à Barouli, l'AS Bakarijan aura affaire à El Seba. Les deux dernières rencontres se joueront mercredi. Mercredi, toujours à Koulikoro, Black Star accueillera les 11 créateurs et à Bouni, Lasco en découdra avec le Salvador de Bamako. Rappelons les résultats déjà resserrés au compte de cette 17e journée. L'AS de Bamako a battu l'US Bouni par 2-1. A fait est venu à bout du Joliba 1-0. Athlétisme pour terminer, le Jamaïcain Jadon Aibert a battu hier à Baton Rouge en Louisiane le record du monde junior du triple saut avec un bond de 17,87 m, prenant par la même occasion la tête des bilans mondiaux toutes catégories. À 18 ans, Aibert, champion du monde de la catégorie à Cali en Colombie, après déjà une 2e place en 2021, a donc définitivement relégué aux oubliettes l'Allemand Volker Meyer qui avait atterri en 17,50 en plein air en 1985. Surtout, avec cette nouvelle marque, il a pris la tête des bilans mondiaux de la saison devant le Burkinabé Hugues et Fabrice Zongo qui avait signé 17,81 m lors du premier meeting de Ligue de Diamant de la saison à Doha. 13h22 à Dramani, région Kai, et à Logo Kakulu également, dans la région de Kai. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Douran Tchediakiti. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30 avec Koumba Sissi. Mais gardez vos positions. Dans un instant, Issata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne semaine à toutes et à tous. Et à très bientôt.